Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. De quoi allons-nous parler dans Objectif Santé aujourd'hui? Pas tous égaux face à la médecine. On parle de plus en plus de médecine de genre. On va voir ce que c'est. Le but de cette médecine est simple, mieux comprendre les maladies en tenant compte du sexe masculin ou féminin. Pourquoi par exemple la mortalité est plus importante chez les jeunes femmes après un infarctus? Pourquoi la mort subite affecte surtout les jeunes hommes? Ce sont deux exemples concrets, mais il y en a d'autres. On sait aussi que la plupart des études cliniques sont menées sur des hommes et alors on extrapole pour les femmes. Voilà, c'est un petit peu le lot des femmes. On va voir, on va essayer de comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit avec mon invité, le professeur Claudine Junien. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir dans Objectif Santé. Alors vous êtes pharmacien, vous êtes membre de l'Académie de médecine, vous êtes biologiste, vous êtes chercheur. Vous avez participé à de nombreuses unités de recherche. Ça vous a pris quand vous vous êtes dit à un moment donné, il serait temps qu'on s'occupe peut-être d'une médecine qui soit plus ciblée pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, les données dont nous disposons sont le plus souvent, ce sont des données pour les hommes. Et pourtant, on extrapole. Finalement, on est un petit peu le dernier roue de la dernière roue du carrosse. Bon, écoutez, moi j'ai commencé à m'intéresser aux hommes et aux femmes parce que, en tant que généticien, quand on faisait des études, on regardait toujours les différences entre les sexes, hommes et femmes. Donc ça fait une quarantaine d'années que je m'intéresse à ça, et parce que il y a aussi beaucoup de maladies génétiques qui montrent des différences selon que le sujet atteint dans une famille, par exemple, est un homme ou une femme. Et par exemple, il y a eu des études sur des jumeaux filles-garçons, et on s'est aperçu peut-être qu'il y avait des différences ou pas. Alors, c'est pas tellement les études sur les jumeaux, mais dans des familles, quand on a une même mutation dans un gène, eh bien l'expressivité n'est pas la même selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Et les études sur les jumeaux aussi, il y a des études sur les jumeaux qui ont été faites pour voir justement quelle est la part de la génétique. Par exemple, dans le cas du cancer du sein, dans les formes communes du cancer du sein, pour deux jumelles, si une fait un cancer du sein forme commune, non pas une forme héréditaire, eh bien, il n'y a que 20% de risque pour la deuxième de faire aussi un cancer du sein. Donc ça prouve que l'environnement joue un rôle important. Et d'où finalement ce terme dont on parle aujourd'hui. On parle d'une médecine liée au sexe féminin-masculin, mais aussi une médecine de genre. C'est un mot qui revient beaucoup, qui est un mot un petit peu effectivement à la mode. Est-ce que vous venez de parler de ce caractère environnemental? Comment on peut le définir finalement? Alors la différence entre sexe et genre, ce sont des termes qui recouvrent quelque chose de très précis, mais qui sont souvent confondus. Le genre, ce sont des faits socio-culturels, c'est-à-dire quelque chose qui est apporté par l'environnement et donc qui n'apparaît qu'à la naissance. Il ne peut pas apparaître in utero, il y a très peu de chances. Et donc le genre, ce sont des faits socio-culturels, c'est ce qui permet de déterminer les rôles que vont avoir les filles et les garçons, leurs activités, mais aussi on s'aperçoit qu'il y a en médecine, par exemple, une différence d'accueil selon que le médecin est un homme et selon que le patient est un homme ou une femme aussi. Et donc tout ça, c'est lié à l'environnement, à notre société, à notre civilisation, parce qu'il y a des civilisations où on avait des transmissions que l'on appelait matrilinéaires ou des transmissions patrilinéaires, et donc les rôles attribués aux femmes et aux hommes n'étaient pas forcément les mêmes. Ça peut avoir un impact sur la santé, sur la prise en charge de la santé. Ça a un impact sur la santé parce que tous les impacts de l'environnement s'impriment en fait sur quelque chose qu'on appelle l'épigénétique. Alors l'épigénétique, comme l'indique le terme épi, ça veut dire sur la génétique. Ça veut dire que on a une génétique, le patrimoine génétique qu'on
hérite de ses parents. Ouais. Et sur ce patrimoine génétique qui est immuable, stable, viennent se greffer des éléments épigénétiques qui viennent s'apposer et qui ont la caractéristique d'être malléables. Ils sont malléables par l'environnement. Donc, dans le cas du genre, oui, effectivement, quand une femme, par exemple, doit passer des tests, mais qu'on lui dit auparavant qu'elle est une femme, qu'on insiste sur le fait qu'elle est souvent considérée comme inférieure, eh bien, elle va moins bien réussir au test. Alors que si on lui en parle pas auparavant, elle va réussir de la même façon que les hommes. Donc il y a vraiment ces stéréotypes de genre qui impriment notre personnalité, qui impriment nos comportements, et ça se fait par le biais de l'épigénétique. Mais il y a l'autre versant, qui est le versant biologique, et que l'on appelle le sexe. Alors, je vous mets tout de suite en garde. Oui, bien sûr, là-dedans, il y a de la sexualité, mais le sexe, c'est le sexe biologique. Et le sexe biologique, il dépend de ce dont on hérite comme chromosome à partir du père. C'est le père qui chromosome Y. Voilà, c'est le père qui va transmettre par ses gamètes, les spermatozoïdes, soit un chromosome X, et avec le chromosome X de la mère, ça va faire 2 chromosomes X et ça va faire une fille. Soit le père apporte un chromosome Y, et avec le chromosome X de la mère, ça va faire XY et ça va faire un garçon. Ouais. Voilà. Et là, de toute façon, on sait qu'une fille et un garçon, même on va prendre l'âge adulte, on sait qu'il y a des maladies liées au sexe, comme vous le dites là, qui sont forcément différentes. C'est-à-dire que un cancer de la prostate, on n'en aura pas chez la femme, oui, parce qu'il n'y a sûr. pas de prostate. Et puis, une cystite, les hommes n'en auront pas de cystite. Oui, il y a le cancer du sein aussi, mais le cancer du sein, il y a parfois des cancers du sein chez l'homme. On en parle de plus en plus ils sont rares, chez l'homme. Ils sont rares, mais... Et là, du coup, c'est peut-être lié au caractère environnemental, quand le cancer du sein arrive chez l'homme, ou bien est-ce qu'il y a une connotation hormonale ? Parce que les cancers du sein chez l'homme, il y a aussi des mutations génétiques, donc des formes familiales, où parfois les hommes développent aussi un cancer du sein, alors qu'a priori, ils sont peut-être pas exactement comme des femmes. Mais en même temps, la médecine est une science complexe. Oui, et évidemment, tout n'est pas dans un cadre, tout n'est pas écrit d'avance finalement. Donc, justement, le fait de se dire, tiens, aujourd'hui, on va réfléchir, parce que la France est peut-être un petit peu en retard sur ce sujet. Oui, beaucoup. Il y a des pays comme les États-Unis, le Canada, Israël, qui travaillent sur ce sujet et qui travaillent sur cette différence pour plus d'égalité finalement face à la maladie. Parce que se rendre compte qu'il y a des différences, c'est pouvoir mieux traiter aussi les uns et les autres et obtenir une égalité de soins. Ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes biologiste, vous le savez, les études qui sont menées, notamment les études biologiques, mais aussi les études cliniques, en général, elles sont menées sur des hommes. Pour quelles raisons ? Alors, elles sont menées, oui, en majorité chez les hommes. Au mieux, il y a à peu près 30% de femmes dans les essais cliniques. Mais c'est aussi dû au fait qu'il y a eu des problèmes avec le diéthylstilbène qui a été à l'origine aussi de malformations, de cancers chez les enfants quand les femmes étaient enceintes, la thalidomide aussi, si bien qu'aux États-Unis, il y a eu un mouvement pour empêcher que les femmes en âge de procréer participent aux essais cliniques. Alors, c'était à la fois pour les protéger, elles, mais aussi surtout leurs enfants. Se protéger aussi, parfois, d'un point de vue juridique, sûrement. Exactement. Ouais. Et petit à petit, ce n'est pas que ce soit une bonne chose de faire des essais cliniques chez des femmes enceintes, loin de là. Moi, je suis très... contre ça, parce que quand on étudie l'origine développementale de la santé et des maladies, on sait que tout ce qui se passe in utero, et surtout tout ce que l'environnement peut apporter in utero, risque, je dis pas que ça le fait à tous les coups, mais risque de perturber le développement normal d'un enfant. Alors, ça ne va pas être forcément des effets tératogènes. Ouais. C'est-à-dire, en fait, vous préconisez d'éviter les études sur des femmes qui sont enceintes. Exactement. C'est ce qui est le cas actuellement. En même temps, les femmes ne sont pas enceintes 365 jours par an ou pendant des années ou pendant toute leur période de fécondité.
fécondité. Il est très difficile de savoir c'est une précaution. Quand une femme va tomber enceinte. Ouais. Elle le sait pas toujours elle-même et donc c'est quelque chose qui est très difficile. Donc finalement, c'est une espèce de précaution qu'on prend. C'est une précaution qu'on prend, mais c'est surtout une précaution parce que dans beaucoup de cas, on ne sait pas. Et c'est pour éviter finalement qu'il y ait un effet tératogène sur l'enfant, c'est-à-dire qu'il y ait ensuite une conséquence grave sur l'état de santé de l'enfant à venir. Absolument. Vous voyez par exemple un cas dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'exemple de la dépakine. Ouais. La dépakine qui est un médicament anti-épileptique qui est donc utilisé chez des femmes qui sont épileptiques. Bon, mais si elles prennent ce médicament pendant la grossesse, il y a un risque important d'effets tératogènes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que des effets pendant la grossesse qui vont se révéler à la naissance, avec des anomalies, mais il y a aussi des effets sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très mal connu, qui dépend de ce concept des origines développementales de la santé et des maladies, et qui fait qu'on commence tout juste à faire des essais à long terme. Donc, tous les médicaments qu'on peut prendre pendant la grossesse, attention, ils peuvent tous avoir des effets qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui parce qu'on ne les a pas recherchés vraiment. Ouais. Mais à quel moment, justement, on fera ces recherches ? Parce que finalement, on se mord la queue, là. Si on ne sait pas, si on n'étudie pas, vous parlez de la dépakine à l'instant. Oui. Est-ce que ce médicament a été étudié, notamment, est-ce que ses effets secondaires ont été étudiés exclusivement chez l'homme ou pas? Parce qu'une fois si on dit ça, c'est un petit peu la question d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise des médicaments dont on connaît les effets chez l'homme, les effets secondaires, mais finalement dont on ne connaît pas les effets secondaires chez la femme. On ne fait qu'extrapoler l'effet secondaire, donc on va un petit peu à, va un petit peu à tâtons. Hein. Oui, mais là, à l'aveugle, oui, d'accord, mais là, en l'occurrence, c'est pas la femme, mais c'est l'enfant. Oui. Et ça, c'est une nuance très importante parce que... Moi-même, j'extrapolais, en fait. Oui, voilà. Mais c'est plutôt chez l'enfant parce que les effets au cours du développement peuvent être simplement la mise en place d'une susceptibilité. Et si cet enfant se trouve confronté à l'âge de 20 ans ou 30 ans ou 40 ans à des environnements qui révèlent cette susceptibilité, eh bien, il va avoir des problèmes. Donc, c'est ça qui n'est pas encore suffisamment étudié parce qu'il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience. Donc, ces médicaments, et en particulier la dépakine, c'est un produit qui agit sur beaucoup de points, mais c'est surtout aussi un médicament qui agit sur les marques épigénétiques. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas anodin du tout, à quelque moment de la vie que ce soit. Ouais. Et avec des effets différents selon les mâles et les femelles. Les petits garçons n'ont pas les mêmes troubles que les filles. Alors, on s'aperçoit finalement du fait que ces études soient, en tout cas, menées exclusivement ou presque exclusivement sur les hommes. Est-ce que ça a changé déjà ? Est-ce que de plus en plus de femmes sont incluses dans les études ou pas ? Est-ce qu'il y a des changements que l'on voit, peut-être pas en France, mais en tout cas dans d'autres pays où le sujet a été pris vraiment en considération ? Bon, maintenant, au niveau du NIH aux États-Unis, donc c'est l'équivalent de nos organismes comme l'INSERM, comme l'INRA, etc., ou CNRS. Au niveau du NIH, il y a eu vraiment une prise de conscience avec des articles qui sont parus dans la revue Nature il y a 3 ans, qui demandent maintenant aux équipes de recherche d'inclure nécessairement hommes et femmes. Ou bien, quand il s'agit d'études sur les animaux, d'inclure les mâles et les femelles. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, chers auditeurs et auditrices, c'est que, y compris sur les études menées sur les animaux, on le faisait aussi sur les animaux mâles. Oui. Et pour quelles raisons ? Alors, pour deux raisons. Bon, la première, triviale et financière, c'est que s'il faut le faire sur des animaux mâles et femelles, ça veut dire qu'il faut doubler les effectifs. Si on double les effectifs, ça coûte 2 fois plus cher. Et l'autre raison, mais qui finalement, on s'est rendu compte, n'est pas une très bonne raison, c'est que la femelle, comme nous, a des cycles aussi, avec des variations hormonales qui font que ça perturbe aussi un petit peu les résultats parce que les comportements, les réactions ne sont pas exactement les mêmes. Mais en fait,
fait, des études ont été faites et prouvent que ce n'est pas une bonne raison, qui ne doit pas être retenue pour ça. Et puis parce qu'il y a des effets qu'on peut très bien regarder chez les mâles et chez les femelles sans se préoccuper des cycles chez les animaux. Alors, une autre question. Est-ce que pendant des années, on ne s'est pas aussi dit que finalement les femmes étaient un peu plus protégées que les hommes face à la maladie, notamment par leurs hormones, hein. On sait que les œstrogènes, ça protège notamment des maladies cardiovasculaires jusqu'à un certain temps. Est-ce que c'est peut-être pas pour ça on se dit, tiens, finalement, elles sont tranquilles, on n'a peut-être pas besoin d'en savoir plus? Ça peut être une raison, parce qu'effectivement, on a toujours eu l'impression que jusqu'à la ménopause, la femme était protégée par les estrogènes, alors que les hommes. Mais après la ménopause, les femmes sont de plus en plus atteintes, et avec la conjonction du tabac et de la pilule, alors là, c'est en train d'exploser. Donc les femmes ne sont pas si protégées que ça. Mais j'aimerais quand même revenir en arrière, parce qu'il y a quand même un élément important. Bon, je vous ai dit que le genre, c'était quelque chose qui était imposé par les contraintes de la société, du monde dans lequel on vit, qui n'est pas la même selon les habitudes, selon la géographie, selon la culture. Mais il faut quand même revenir en arrière et savoir que, je vous ai expliqué que quand quelqu'un est XX, c'est une femme et qu'elle a 22 paires de chromosomes aussi en plus, et que quand c'est XY, c'est un homme et qu'il a 22 paires de chromosomes en plus. Ça se produit dès la conception. Donc, dès le moment de la conception, la cellule à l'origine donc de l'embryon et puis du fœtus est une cellule qui est différenciée. Et elle est tellement différenciée qu'en fait, la vitesse de croissance et de division de ces cellules dans les tout premiers stades n'est pas la même s'il s'agit d'une petite fille ou d'un petit garçon. Les garçons ont une croissance qui est plus rapide que les filles. Alors, les raisons, on n'en connaît pas, on les connaît pas vraiment. On peut expliquer quels sont les mécanismes qui sont impliqués, mais la raison, on ne sait pas. Mais le fait donc d'avoir dans les toutes premières cellules ces différences qui déjà entraînent des différences, ça veut dire qu'au fur et à mesure que les cellules se divisent, prennent des voies différentes pour créer des tissus, pour faire les différents organes, ça veut dire que cette différence XX ou XY, elle est présente dans toutes les cellules de notre organisme. Ça, c'est très... Et ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, chère professeure Claudine Junien, c'est que finalement, tout ça, on le sait que XY et XX, c'est pas pareil au départ, in utero, dans la fabrication, la différenciation des tissus. Absolument. Mais pourquoi, à ce moment-là, les études, les cliniciens, les biologistes, les chercheurs n'en ont pas tenu compte pendant toutes ces années, et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de sursaut de réveil, et on se dit, tiens, mais si on allait peut-être chercher du côté des femmes, pour voir si les femmes réagissent ou pas de la même manière, non pas seulement face à la maladie, mais aussi face aux traitements qui leur sont proposés. Alors, il y a quand même une notion sur laquelle on insiste, parce que c'est quand même très important, ce que je viens de vous dire, a pour conséquence que toutes nos cellules, toutes les cellules de notre corps, sont XX pour une fille ou XY. Et ça veut dire que on a regardé donc dans toutes les cellules au niveau moléculaire comment les gènes s'exprimaient. Et il y a environ, en moyenne, à peu près 30% de nos gènes, selon les tissus, ce sont des gènes pas forcément les mêmes, mais qui s'expriment différemment selon qu'on est un mâle ou une femelle. Et alors là, je voudrais vraiment insister sur le cerveau. Pourquoi le cerveau ? Eh bien, parce que le cerveau, vous le savez peut-être, il y a aussi là une controverse entre certaines personnes qui... sous prétexte d'égalité, ne veulent pas entendre parler des différences dans le cerveau. C'est trop important, le cerveau, vous vous rendez compte, ça régit nos comportements, etc., etc. Bon, mais le cerveau, il est comme toutes les cellules de notre organisme, il est XX ou XY. Et il ne faut pas faire comme avec le syndrome de Tchernobyl, se dire Tchernobyl, il s'est arrêté aux frontières de la France, et là, la différenciation XY, oui, on veut bien qu'elle soit présente dans les organes peut-être un petit peu moins nobles comme le foie, mais c'est pas vrai dans le cerveau. Si, c'est vrai aussi dans le cerveau. Donc, il faut arrêter. C'est ce qu'en fait, finalement, la fameuse médecine liée au sexe
et celle dont on voudrait dire qu'elle est liée aussi au genre. Oui. Et là, le genre fait intervenir le facteur environnemental dont on parlait. Voilà, exactement. Et on veut gommer ces différences sous prétexte d'égalité. Mais ce n'est pas rendre service ni à la femme ni à l'homme que de vouloir les mettre sur un plan d'égalité à tous les niveaux. Ça n'a aucun sens. Et au contraire, c'est que tout le monde soit égaux en droit. Voilà, et qu'on soit dans un régime d'équité et non pas d'égalité. Alors, on va faire une petite pause après, voilà, Brigitte Fontaine qui nous est proposée par Serge à la technique. Dans ce corps inconnu, pour Dieu c'est quel gala, je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté dans ce monde étranger. Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des terriens, sans en connaître rien. Je fais un genre humain. Je fais un genre humain. Je fais un genre. Je viens d'un au-delà, au souvenir brumeux d'une étoile angora, d'un chaos ténébreux. J'étais l'œil vert du feu, ou la reine invisible. Je m'éveille dans ce lupanar impossible. Moi l'eau du paradis, l'ocre des galaxies. Je fais un genre humain. Je fais un genre humain. Je fais un genre. Et je fais de mon mieux pour n'avoir l'air de rien. Oublier les cieux, les antres souterrains, m'adapter au logis, très abracadabrant. Objectif Santé, Karen Tayeb. Et dans Objectif Santé aujourd'hui, je reçois le professeur Claudine Junien. On parle avec elle de cette médecine de genre, médecine liée au sexe, masculin-féminin, pas forcément égal en tout cas en matière de santé. On l'a vu avec toutes les études, on l'a vu avec certaines maladies. On va prendre l'exemple concret des maladies cardiovasculaires parce qu'on en parle de plus en plus. C'est vrai qu'on avait le sentiment que la femme était relativement épargnée finalement par rapport à l'infarctus du myocarde. Or, non seulement on sait que cette maladie atteint de plus en plus de femmes, que on meurt plus d'infarctus du myocarde quand on est femme que de cancer du sein. Ça veut dire qu'il y a 7 fois plus. Donc c'est vraiment des chiffres énormes qui doivent nous faire prendre conscience que finalement les temps ont changé. Il y a quelque chose finalement qui a changé. Alors évidemment, vous le disiez tout à l'heure, professeur Junien, le tabac y est pour quelque chose. On fume de plus en plus jeunes. Les femmes de plus en plus jeunes. Et là, il y a un impact réel. Il y a un impact réel aussi avec la pilule aussi. Il est décuplé par la pilule. Oui. Et donc, même quand les femmes ne prennent pas de pilule, le tabac, voilà. Le tabac, un impact vraiment. Et là, ce mois sans tabac est certainement le bienvenu. Oui. Tout à fait. Effectivement, c'est l'occasion de s'arrêter de fumer parce qu'on ne le dira jamais assez. Le tabac tue, le tabac non tue les hommes, mais aussi les femmes. Les femmes. Et de plus en plus. Et de plus en plus jeunes. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un point qu'il faut appuyer aujourd'hui. La seule chose, c'est que j'ai lu dans la presse scientifique que finalement les symptômes des maladies cardiovasculaires n'étaient pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes, ce qui fait que parfois les médecins eux-mêmes avaient du mal à reconnaître l'arrivée d'une maladie cardiovasculaire chez la femme, ce qui fait que retard de prise en compte, c'est retard de prise en charge. Absolument.
Et là, ma collègue allemande, Vera Zagrosek, qui est directrice de l'Institut du genre à Berlin, nous parle d'un chiffre de 20 à 30 minutes de retard pour une femme, pour la prise en charge d'une femme qui a 20 des à 30 minutes de retard, ce qui est énorme. Ce qui est énorme et qui est vraiment considérable dans justement dans la prise en charge. Si on prend tant de temps à réagir, c'est qu'il y a des problèmes. Quels sont les signes? Est-ce qu'on les connaît, les signes particuliers chez la femme qui doivent alerter quand il y a un problème cardiaque? Parce par exemple, chez l'homme, on sait très bien qu'une douleur thoracique, une douleur dans le bras, oui, alors, de nausées, tout ça doit alerter. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui ont les mêmes symptômes. Ouais. Hein. On parle de différences chez certaines femmes qui font que c'est plus difficile à appréhender. Et en particulier, très souvent, comme les femmes ont aussi une douleur, par exemple au niveau du plexus, on pense que c'est une crise d'angoisse. Ouais. Et il y a certaines femmes qui sont renvoyées chez elles parce qu'on pense qu'elles font une crise d'angoisse. On parle souvent chez la femme de douleur intercostale. Oui. On renvoie un petit peu à la douleur intercostale. Voilà, exactement. Ce sont des douleurs plus diffuses, qui sont moins bien caractérisées et qui donc font passer à côté du diagnostic dans certains cas. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les femmes, du coup, sont plus vulnérables? Alors, bon, moi, je n'aime pas beaucoup utiliser des termes qui finissent par arriver à un classement, à une hiérarchisation. Elles ont certaines vulnérabilités, mais elles ont aussi des facteurs protecteurs. Il faut quand même pas oublier que si notre espérance de vie est en moyenne, hommes et femmes de 82 ans, il y a une différence de 7 années entre l'homme et la femme. Même si on dit aujourd'hui que ça se rejoint. Ça se rejoint un peu, mais enfin cette année, c'est quand même beaucoup. Donc la femme a aussi d'autres atouts pour assurer sa survie. On dit aussi souvent que la femme va plus souvent chez le médecin puisqu'elle y est un peu contrainte vu l'arrivée des règles, l'arrivée d'un enfant. Exactement. La ménopause, tout ça. Le suivi, les suivis. Que la femme va plus chez le médecin. Est-ce que ça aussi, une façon de se protéger par rapport aux hommes, du coup, les hommes seraient moins... Alors là aussi, bon, il y a un problème aussi, quand on regarde les stéréotypes, on dit aussi que la femme s'écoute moins et que du coup, elle va se négliger. Je parle sur le plan de la santé et donc ne pas prendre les décisions qu'il faut prendre. Donc, bon, ça dépend des individus aussi, hein, c'est pas... Bon, mais c'est vrai qu'une femme qui a le double rôle de s'occuper de ses enfants, de sa maison et de son travail, elle va moins s'occuper d'elle et elle va peut-être pas, quand elle a quelques signes, aller voir son médecin. Là, on rejoint finalement encore une fois un facteur environnemental, un facteur social aussi, puisque on sait que moins les gens ont de moyens financiers, moins ils se soignent. Donc ça aussi, on en tient compte. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants, tout ça, ce sont de nouvelles problématiques. Absolument, oui. Qui entrent en ligne de compte. La seule chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer cette situation, pour faire en sorte que femmes et hommes soient sur un pied d'égalité, qu'il y ait cette fameuse parité, même en santé? Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que ça commence à bouger vraiment ? Ça commence à bouger un petit peu dans le domaine cardiovasculaire, bon, qui est quand même la principale cause de mortalité pour la femme, chez la femme. Dans le domaine cardiovasculaire, ça représente 42% de la mortalité chez les femmes, donc c'est quand même énorme. Oui, on commence, mais il y a quand même aussi dans d'autres disciplines. Bon, je prends l'exemple des maladies auto-immunes. Dans le lupus, par exemple, il y a 9 fois plus de femmes que d'hommes. Donc, dans les maladies auto-immunes, les immunologistes qui travaillent dans le domaine le savent. Et la pathologie, le moment de survenue, sa sévérité, tout ça, il y a des facteurs différents entre hommes et femmes qui sont parfois assez imperceptibles, mais c'est parfois aussi dans leur réaction vis-à-vis de l'environnement qu'on s'aperçoit que un homme et une femme ne va pas réagir, par exemple, à un même médicament. Pourquoi ? Eh bien, parce que les mécanismes sont différents.
On va parler avec vous des médicaments et de la réaction aux médicaments après cette petite pause musicale. Je suis en compagnie du professeur Claudine Julien. On parle de la médecine de genre. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, and love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray. All that time was Julien. On parle avec vous du sexe et des maladies. C'est d'ailleurs le titre du livre de Peggy Sastre, un livre donc qui parle justement de tous ces sujets, de l'impact finalement des différences entre les hommes et les femmes sur la santé, l'appréhension des maladies, le traitement. Un mot sur le traitement justement, sur les médicaments qui sont à la portée. On l'a bien compris, on l'a répété depuis tout à l'heure que les études cliniques souvent étaient faites la plupart du temps sur des hommes et qu'il y avait une extrapolation pour les femmes. Est-ce que ça fait des différences pour les médicaments basiques ou moins basiques? Est-ce que vous préconisez quand même une certaine attention particulière? Alors, pour l'instant, oui, pour l'instant, il y a au moins 200 médicaments qui sont répertoriés. Il y a un site qui répertorie tous ces médicaments et qui montre qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Pourquoi il y a des différences entre les hommes et les femmes? Eh bien, parce que selon que l'on est un homme ou une femme, on a, comme je le disais tout à l'heure, des différences d'expression de certains gènes. Donc, que ce soit au niveau du métabolisme, au niveau de l'élimination de certains médicaments ou de leur mode d'action, eh bien, il va y avoir des différences. Donc, on va traiter de manière moins efficace ou plus efficace selon le médicament, selon la pathologie. Le problème, c'est que comme on a utilisé
trop peu de femmes dans les essais. On n'a pas encore bien identifié ces mécanismes et on n'a pas encore bien identifié les différences réelles qu'il y a. Et c'est toujours fait sur des moyennes. Ouais. Donc, au niveau individuel, c'est plus compliqué. Alors, déjà, une chose très importante, ce serait de tenir compte du poids d'un homme et ça, de d'une toute femme, façon. qui ne sont pas les mêmes. Et il y a certains médicaments pour lesquels on s'est aperçu qu'il y avait une certaine toxicité. On a cru que c'était une question de métabolisme. En fait, c'est pas du tout ça. Le zolpidem, qui est un hypnotique qu'on donne très souvent quand il y a des problèmes de sommeil. Ce médicament, les États-Unis ont mis sur le marché des petites boîtes de pilules bleues et des petites boîtes de pilules roses, parce que le dosage n'est pas le même entre un homme et une femme. Une femme doit avoir à peu près la moitié, bon, c'est pas qu'elle soit à la moitié en point de vue poids, mais elle doit avoir à peu près la moitié de la dose qui est donnée à un homme. Mais parce qu'on aurait pu dire aussi d'emblée que le médicament est poids dépendant et ne pas faire de différence finalement entre femmes et hommes. Pourquoi ces petites boîtes bleues, pourquoi ces petites boîtes roses finalement, puisque si c'est une question uniquement de différence de poids, ou y a-t-il une autre différence ? Dans le cas présent, on a longtemps cru qu'il y avait une différence de métabolisme, mais finalement on s'est aperçu que c'était beaucoup plus trivial et que c'était le poids. Ouais. Mais il y a d'autres médicaments, comme par exemple les dérivés de la digitaline, digoxine par exemple, au niveau donc de pathologie cardiaque, qui montrent maintenant qu'on a fait des études en séparant les hommes et les femmes, parce qu'avant on les séparait pas, on les mettait dans une même étude, donc on voyait qu'il y avait un effet et on les donnait indifféremment aux hommes et aux femmes, mais on s'est aperçu qu'en fait l'effet positif bénéfique ne se voyait que chez les hommes, alors que chez les femmes ce produit a des effets délétères, mais qu'on ne voyait pas. Alors là, c'est des questions de mécanisme. De ces études, tout à fait. Et il y a un autre exemple très important dans le cas de la douleur. Bon, on a toujours tendance à dire les femmes sont plus douillettes que les hommes. Non, c'est pas vrai. Elles sont plus sensibles à la douleur et elles ont des mécanismes qui sont différents. Et par exemple, les femmes utilisent pour un circuit de la douleur, elles utilisent des cellules T, alors que les hommes utilisent des cellules de la microglie. Et maintenant, on va pouvoir faire des tests pour tester de nouvelles molécules qui vont agir soit sur les cellules T, soit sur les cellules de la microglie, de façon à être spécifiques des normes et plus... Voilà. Maintenant, on le sait, mais avant, on ne le savait pas. Donc, il faut sensibiliser tout le monde, le public, les professionnels de santé, les médecins, pour que ils insistent sur le fait qu'on ne peut pas continuer comme ça, à négliger les femmes d'un côté et à ne traiter les hommes parfois que avec des molécules qui ne sont pas forcément faites pour eux non plus. Dans le cas de l'ostéoporose, c'est l'inverse. C'est finalement dans les deux sens. Voilà. Ouais. Dans le cas de l'ostéoporose, on connaît beaucoup plus de choses chez la femme parce que c'est une maladie plus féminine que masculine, mais du coup, les hommes sont maltraités. Donc, ça n'est pas une bonne chose, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ça, c'est un très bon exemple qui montre finalement l'importance de cette prise de conscience, de l'importance de cette médecine qui n'est pas forcément la même quand il s'agit d'un homme ou d'une femme. On l'a bien compris pourquoi, parce qu'il y a effectivement cette notion de génétique, cette notion d'épigénétique, la notion également de genre. Tout cela réuni font que il y a des différences et donc il faut y avoir un traitement adapté et en conséquence. On a beaucoup parlé des maladies cardiovasculaires. On peut peut-être faire une conclusion là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux femmes puisqu'on sait aujourd'hui, on l'a dit, on l'a répété, que c'est une maladie qui touche de plus en plus les femmes. Non seulement qu'elle touche de plus en plus les femmes, mais qu'elle a pour conséquence une mortalité bien supérieure à celle du cancer du sein, dont on sait déjà qu'elle fait des ravages. Comment peut-on arrêter finalement ce mécanisme qui va de plus en plus loin et qui entraîne des ravages? Alors, hier, il y avait une journée à l'Académie de médecine qui se préoccupe vraiment de ces problèmes, justement sur les maladies cardiovasculaires. Une chose qui est
assez intéressante, c'est que on ne voit pas toujours chez les femmes, surtout quand elles sont jeunes, des signes avant-coureurs de quelque chose. Ça peut se apparaître vraiment brutalement. Ouais. Et Comme et quoi, vous ça, pensez à quoi? L'hypertension, par exemple? l'hypertension, ou alors une maladie qui est une maladie assez rare, qui s'appelle la maladie de Takotsubo, qui est provoquée par un stress, mais un stress vraiment brutal, comme l'annonce d'un décès. Et alors, il y a 9 fois plus de femmes qui font cette maladie, qui peut être mortelle, que d'hommes. Mais quand les hommes sont aussi atteints, enfin ont un risque, alors hier quelqu'un nous disait, chose intéressante, c'est qu'il y a, par exemple dans les matchs de foot, des hommes qui sont morts de cette maladie parce que leur équipe n'a pas gagné. Et donc ce sont des aspects, voilà, un choc brutal peut entraîner ce genre de maladie, et on n'est pas suffisamment surveillé. Alors il faut bien surveiller la prise de la pilule, L'éviter aussi quand on fume. Alors Trouver une oui, autre solution il vaut peut-être contraceptive. mieux arrêter de fumer. C'est plus c'est plus prudent. Ce Faut sera quand plus même, facile. voilà, c'est quand même bon. La contraception est quand même quelque chose dont on peut se réjouir sur le plan, ne serait-ce que pour la femme, mais il faut faire attention. Ce n'est pas sans inconvénient. Les risques thromboemboliques existent et ils sont aggravés par le tabac. Donc, il faut absolument que les femmes en soient conscientes et qu'elles demandent que certains examens soient faits par leur médecin. On va en rester là, professeur Claudine Julien. Merci infiniment d'être venue nous parler de ce sujet très intéressant qui finalement ne fait que commencer, puisqu'on s'aperçoit de plus en plus de cette différence et on en prend conscience. Et c'est là l'intérêt de toutes ces analyses. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet. On aura l'occasion sûrement de se revoir, parce que c'est effectivement un sujet qui va de plus en plus avancer, qui va nous apporter de plus en plus de science en la matière, et on en a besoin pour rester en forme, et c'est le but de cette émission Objectif Santé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, une très bonne santé, et à la semaine prochaine. RCJ. Evolf, fils de Hersch, devint Willy. Découvrez le roman inédit d'Israël Joshua Singer aux éditions de l'Antilope. Le vieux s'installait dans un fauteuil et demandait à sa fille de lire la Bible. Les histoires des patriarches, des Hébreux en Égypte, lui rappelaient ses années d'enfance quand il étudiait la Torah avec son maître. Cette figoille, qui lisait l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tout cela l'emplissait de fierté. Evolf,